Et là, on est parti. Donc, la première question, et après, je pense que je vais te laisser dérouler, c'est est-ce que tu peux vous présenter, toi et ton entreprise? Ok, très bien. Donc, si c'est ok pour vous, je réutilise donc des supports que j'ai utilisés sur une conférence que j'ai donnée au mois de novembre, un événement qui s'appelle Agile en scène, où je témoignais sur l'odyssée culturelle de mon entreprise. C'est-à-dire, on fait un accompagnement sur une transformation culturelle. Je vous donne le contexte parce qu'il y a des illustrations qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc voilà, Mais c'est ça qui va nous plaire. ah ben, ça vous me direz a posteriori. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Très, très bien. Allez, donc je suis Jérôme Urvoas. Hop, je vais vous mettre là, sur la gauche. Donc, je suis responsable du coaching et du change management chez Electra. Et j'aime à me définir comme un coach pas que agile. Je vais vous présenter rapidement mon parcours. Oui, j'ai commencé dans le domaine de l'agilité. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, mais j'ai évolué au fil du temps. Je suis passé effectivement par développer donc une posture et des outils de facilitateur, de formateur, pour venir donc sur une posture de coach professionnel et j'aime partager donc sur des conférences. Pourquoi j'en suis venu aux conférences? C'était un moyen à un moment de me faire financer mes participations aux conférences et pour moi, c'était important d'aller sur des conférences parce que c'est des endroits où on peut rencontrer des personnes, qui partagent des choses qui peuvent être inspirantes. C'est un endroit où on peut exercer son altérité, c'est-à-dire rencontrer des gens donc différents, acquérir de nouvelles techniques, de nouveaux points de vue et grandir. Donc je suis convaincu de ce truc-là. Donc moi, je suis coach à plein temps, donc responsable d'une équipe de coach et coach à plein temps. Donc on va faire de la facilitation de la formation. Et je suis également intervenant donc sur plusieurs formations. Donc à l'IAE à Bordeaux, sur le master 2 de coaching, où j'enseigne autour du coaching collectif. Pour l'école polytechnique, où j'interviens sur des parcours de transformation. Donc c'est des parcours certifiants stratège de la transformation, pilote de la transformation. Et je suis également affilié à l'EMCC, donc qui est une fédération professionnelle de coaching, où Eric également fait partie donc de ses membres depuis une dizaine d'années. Voilà pour moi. Alors moi j'ai intégré Electra donc depuis 2005. Et si je vous parle un petit peu de mon parcours, je viens du monde du développement logiciel. Donc en 2005, moi j'étais manager d'équipe de développement. Et donc j'ai découvert une pratique qui s'appelle l'agilité. Donc c'est quoi l'agilité si je la fais simple? C'est des pratiques qui visent à promouvoir l'auto-organisation au sein des équipes et l'intelligence collective. Et donc au niveau de l'agilité, on a on appelle ça des événements, des rituels, où on va pratiquer donc de la facilitation. C'est pour faire de l'amélioration continue. Donc à la fin de chaque période de développement, on a un temps d'amélioration continue. On a des choses qui sont assez codifiées donc en termes de format, qu'on peut également interpréter, qu'on peut designer différemment, et pas mal d'outils d'intelligence collective. Je suis allé visiter des choses qui sont du management visuel. Management visuel, c'est quand on affiche donc tout un ensemble d'informations et ensemble, on a un temps d'échange et de collaboration pour prendre des décisions et mieux se comprendre. Donc ça, c'est la première phase, on va dire entre 2005 et 2010. Donc j'en suis venu à m'intéresser à des éléments de plus en plus complexes. Donc on faisait ça avec ma petite équipe de développement. Donc en termes de responsabilité, j'ai entre 10 et 14 personnes. Et ensuite, s'est posé la question donc de travailler avec d'autres équipes. Et donc là aussi, en termes de mécanique d'intelligence collective, on est monté sur des collectifs jusqu'à 100 personnes. Donc avec des temps de synchronisation, des temps de rétrospective. Et c'est là où j'ai découvert d'autres formats, donc de type forum ouvert. C'est aussi la période où j'ai commencé à m'intéresser au serious game. Donc c'est il y a une quinzaine d'années. Donc les petits jeux qu'on peut également utiliser en facilitation, en formation. Et à des pratiques de management un petit peu différentes, management 3.0, qui là aussi fait la part belle à pas mal d'outils d'intelligence collective. Donc il y a une dizaine d'années, j'ai éprouvé le besoin, alors je commence à regarder il y a 12-13 ans, à aller je me suis rendu compte que là où le changement se passait très très bien pour les équipes, donc j'étais le manager et en plus où un changement qui était désiré, souhaité par les équipes, bizarrement, quand c'était un changement qui était imposé par le top management, ça se passait beaucoup moins bien. Et donc j'en suis venu à m'intéresser donc au coaching professionnel. Donc c'est la période où je me suis formé au coaching professionnel, donc à l'IAE. Donc à l'époque c'était à Bordeaux, c'était encore un DU de coaching sur un an. Maintenant c'est un master de coaching, c'est celui où j'interviens. Et j'ai continué à aller explorer d'autres formats.
donc type World Café, que vous connaissez très certainement si vous êtes facilitateur, mais aussi d'autres formats, donc par Liberating Structures, bien sûr, mais également donc du théâtre forum. Donc là, c'est un outil qui vise à passer donc par le théâtre et par un dialogue donc avec la salle pour faire émerger donc des changements, des choses de l'ordre de la learning expédition. Et on va dire là depuis 7-8 ans, je m'intéresse beaucoup à d'autres approches. Donc l'approche systémique, et on en parlera peut-être un peu plus tard, la facilitation graphique, le solution focus, la preceptive inquiry, l'approche narrative. Donc tout ça, ce sont des techniques, on va dire, donc de coaching ou des socles de coaching, mais également avec des ponts naturels sur la facilitation. Je vous ai parlé de la facilitation graphique. Je pense que ça, plusieurs d'entre vous connaissent ça. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours. Je vous ai parlé d'Electra. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Electra? La salle virtuelle, hein. Soyez pas timide, hein. Si vous connaissez, vous pouvez ouvrir votre micro. Et si vous connaissez pas, c'est peut-être tout simplement normal, hein. On communique Euh, pas beaucoup en France. Bonjour, c'est Mélanie. Oui? Moi, le nom me parle dans l'usage du textile. Oui. Oui, Voilà. bravo. Et donc, Yes. enfin, si je puis dire, c'est les outils qu'utilisent les modélistes. Oui, en termes de Voilà. logiciel, effectivement. Bon, Donc parce on que je fait suis ça, passée par entre une autres. entreprise qui utilisait Lectra, donc je ne savais pas si Ah, c'était le même ou pas. Mais c'est le visiblement. même. Donc c'est le même. Rapidement, Lectra, c'est une boîte française, donc à l'origine, on a fêté nos 50 ans, donc il y a 2 ans. C'est une boîte qui est née à côté de Bordeaux. Pour situer un petit peu les choses, on fait un peu plus de 500 millions de chiffre d'affaires et on a une forte croissance externe. Donc ça, c'est quelque chose, et je reparlerai par rapport à mon contexte qui s'est invité depuis 6-7 ans. Mais jusqu'à 6-7 ans, on était une boîte essentiellement française. Même si on faisait 95% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, on veut dire au niveau des centres de décision, des équipes de développement logiciel, des équipes marketing, on était essentiellement basé en France. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Si je dois vous donner un aperçu donc de l'activité, qui a utilisé sa voiture aujourd'hui donc dans la salle? Et vous pouvez lever la main virtuellement, ouais, si vous êtes à l'écran, ouais. Bah, dans votre voiture, donc pour ceux qui ont levé la main, il y a très certainement la technologie Electra. Donc au niveau des airbags, donc aujourd'hui, un airbag sur 2 découpé dans le monde est découpé avec une machine Electra. Donc on a des équipements de découpe essentiellement mécaniques pour du tissu, mais pour les airbags, on a des machines qui font de la découpe laser. Donc on a la moitié du marché mondial. Alors nos clients, c'est pas Renault, Peugeot, Volkswagen, ça va être des gros sous-traitants. Alors, tout le monde n'a pas levé la main, donc je pourrais vous poser la question, qui a des vêtements sur lui? Bon, théoriquement, à ce stade-là, peut-être des gens qui ont coupé leur caméra, vous n'avez pas vos vêtements et bon, ça vous regarde. Mais aujourd'hui, et ça c'était le cas donc avant qu'on rachète nos concurrents américains, on avait plus d'un quart des vêtements donc, dans le monde faisaient intervenir de la technologie Electra. Donc soit effectivement avec des logiciels donc, pour faire ce qu'on appelle du design, c'est-à-dire concevoir des nouveaux modèles donc en 2D, mais également faire ce qu'on appelle de la modélisation donc en 2D également, donc des pièces, et on peut ajuster en fonction des tailles, mais également donc en 3D, avoir des projetés. On peut faire ce qu'on appelle du placement, c'est on va assembler donc différentes pièces et on va essayer d'optimiser donc la place que ça peut prendre sur une bande de tissu pour le découper, les machines de découpe qui vont avec. Et maintenant, on a encore plus diversifié notre offre. On a des solutions logicielles qui permettent donc par exemple, de garantir la traçabilité donc des tissus et des vêtements. Et on peut suivre donc du coton donc dans le champ donc en Égypte jusqu'à les colorants et le passage donc, par les fournisseurs et jusque dans les magasins. Donc ça, on a tout type de solutions et on continue à se diversifier. Donc aujourd'hui, on est présent donc dans le monde entier et ça veut dire que moi, je suis passé donc d'un coaching, d'accompagnement, de facilitation qui était à 80 avec une population française. Et aujourd'hui, j'ai 70 de population internationale dans mes accompagnements. Et on pourra en parler si vous voulez, des enjeux et des techniques un petit peu spécifiques. Les enjeux auxquels je suis confronté depuis, quelques années, alors il y a une spécificité, j'en ai pas parlé, donc moi j'ai commencé ma carrière à Lectra, donc en tant comme responsable d'équipe de développement logiciel. Je vous ai parlé du moment où je suis allé, visiter, me former donc au coaching professionnel, et parce qu'à un moment, on est arrivé avec une proposition donc, de valeur, j'ai pu créer cette équipe de coach interne. Et cette équipe de coaching interne, comme souvent, elle existe
parce que il y a l'offre donc, que je faisais avec les gens qui travaillaient avec moi, répondait à des enjeux de l'entreprise. Les enjeux de l'entreprise, donc il y a une dizaine d'années, donc on a pris un virage en termes de stratégie. Donc on vendait donc des solutions, on vendait des licences, par exemple, de logiciels, on vendait des équipements. Et après, bien sûr, avec une petite redevance pour faire la maintenance, mais on a basculé, on a pivoté en termes de business model. Maintenant, on fait ce qu'on appelle du SaaS, c'est-à-dire on vend des abonnements. C'est-à-dire les gens nous payent tous les mois ou tous les ans pour pouvoir utiliser nos logiciels. Donc ça veut dire, ça a l'air de rien, mais ça veut dire que ça change l'ensemble de la chaîne des métiers. Ça change la façon de concevoir le logiciel, ça change la façon de le développer, ça change la façon donc également de le supporter, ça change la façon de le commercialiser. Donc il y a eu ça et après depuis une dizaine d'années, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, plein de nouvelles, technologies qui sont arrivées. Donc c'est l'utilisation donc de ce qu'on appelle la data, c'est-à-dire les données, l'utilisation du cloud, c'est-à-dire donc les ressources informatiques maintenant c'est plus sur des serveurs physiques ou sur nos machines, ça va être sur des serveurs virtuels déportés et bien sûr l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ça a changé profondément, l'ensemble des métiers donc dans l'entreprise et pas uniquement côté développement. Donc c'est aussi la période il y a une dizaine d'années, on est sorti donc de la sphère, qu'on va appeler R&D ou marketing, c'est-à-dire les gens qui définissent le produit, pour travailler avec toutes les fonctions de l'entreprise. Le deuxième enjeu, c'est les changements de mode de travail. Alors, ça avait commencé avant, hein, avec le télétravail, mais qui restait plutôt confidentiel. Et si je vous parle donc de Lectra, alors j'avais facilité et accompagné des collectifs pour définir un cadre de travail autour du télétravail, mais on était resté aux portes. On a fait un travail de définition, donc de brainstorming avec plusieurs directions, mais finalement notre PDG avait décidé pour des raisons qui lui appartiennent, de ne pas aller un peu plus loin. Mais quand le Covid est arrivé, donc on avait préparé tout un ensemble de choses et c'est pour tout un ensemble de directions qui s'étaient préparées au passage, en télétravail, même si ça s'est fait brutalement, hein, comme tout le monde, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'étais en déplacement, j'étais sur un événement donc, à Gigame France le samedi et là c'est ma femme qui m'a appelé et dit: «Tu as vu les informations? Donc tu as choisi d'aller en déplacement, lundi on est tous confinés». Elle était pas contente, hein, je vous laisse imaginer. Donc je suis rentré de Saint-Malo et au-delà de ça, donc du jour au lendemain, on a toute une partie de l'entreprise qui est assez, facilement a pu basculer donc, vers du full télétravail. Par contre, toute une partie n'était pas prête. Donc, bon, ça, c'est pour l'irruption du télétravail. Là où ça a été très compliqué et où ça reste compliqué dans beaucoup d'entreprises, il y a des usages donc, qui n'ont pas été prévus, où les organisations ont du mal à trouver un mode de fonctionnement, ce qu'on va appeler l'hybride. C'est quand vous avez une partie du groupe donc, qui est en télétravail, l'autre partie est en présentiel. Donc il y a pareil, il y a des choses à adapter donc au niveau des collectifs de travail et c'est vrai également au niveau des techniques de facilitation. Donc changement des habitudes de travail et également changement des modes de collaboration. Donc ça aussi, ça a beaucoup impacté notre entreprise et c'est des thématiques sur lesquelles on a pu intervenir. Je vous en ai parlé, la croissance externe, donc on a fait beaucoup de rachats. Nous, on est numéro 1 mondial donc depuis, une vingtaine d'années. Il y a 4 ans, on a racheté le numéro 2 mondial qui est américain. Mais c'était notre concurrent sur l'ensemble de nos équipements et l'ensemble des logiciels. Donc du jour au lendemain, on a racheté notre ennemi de 50 ans. Alors ça faisait 48 ans qu'on était ennemis et c'est le français qui a racheté donc l'américain. Donc choc culturel, hein. Donc en plus concurrence sur l'ensemble des offres. Donc il a fallu, gérer ça et quand je dis: «Il a fallu gérer ça», je pourrais parler au présent. Même si le rachat donc à 4 ans, on a de forts enjeux culturels autour de ça. Donc ça, c'est vrai pour le concurrent américain, mais donc depuis, 6-7 ans maintenant, on rachète régulièrement aussi des petites structures de type start-up. Et là aussi, vous pouvez imaginer donc une boîte. Alors, Lectra, on va dire, on a un double ADN. On va avoir un ADN côté équipement, donc plutôt industriel, plutôt marqué par l'automobile, et on a un ADN plutôt créatif, tourné vers la mode, donc plutôt logiciel. Donc on a cette double de culture alors qui est quand même assez marqué, assez processé. On a des usines, donc voilà, ça marque donc une culture. Et quand on rachète donc une start-up belge, ou une start-up roumaine, ou une start-up indienne, donc il y a 3 ou 4 ans d'âge, avec des petites équipes, bah, il y a un choc culturel qui se fait aussi. Et on se retrouve donc à accompagner également donc, ces équipes. Alors, en termes de facilitation, ça me donne des environnements très différents, en termes de coaching aussi. Voilà, je suis confronté à cette complexité-là. Et la dernière,
pareil, vous n'avez pas pu passer donc à côté, mais il y a une montée, donc toute la partie donc RSE. Alors, il y a une poussée à la fois donc sociale et sociétale. Je pense que c'est la société qui attend ça, mais c'est nos collaborateurs, mais c'est également nos actionnaires et nos administrateurs. Je n'ai pas précisé, même si on peut se considérer, alors bon, c'est filmé, donc mon PDG ne va pas voir ça, mais il déteste que je dise ça. On est une société qui a plutôt une structure familiale. C'est-à-dire, c'est Lectra, j'en ai pas parlé, mais c'est une boîte qui a été créée par 2 frères qui étaient 2 ingénieurs, donc les frères Etchepare, donc entre 73 et en 91. En 91, la société allait très, très mal, a été reprise par 2 autres frères qui étaient au capital, les frères Harari. Et moi, j'ai le même PDG, donc Lectra a le même PDG donc depuis 91, et moi, j'ai le même PDG depuis mon arrivée en 2005. Donc ça aussi, ça marque une culture. Là, ce que je vous décris, c'est mes enjeux donc dans mon activité donc à Lectra. Ça, c'est un plein temps pour moi, c'est un 100%, et à côté de ça, sur 10 ou 15% supplémentaires, je vais faire des interventions un petit peu à l'extérieur. Voilà, j'arrête de présenter donc mes slides, là, c'est un petit peu monotone, et puis on va repasser sur un mode interview. Voilà, et donc je te remercie beaucoup pour cette présentation, parce que moi, étant de Bordeaux, évidemment, enfin, étant de Bordeaux, ayant passé une grande Mmh. partie de ma vie à Bordeaux, je connaissais Lectra de nom, mais effectivement, là, je l'ai saisi plus dans sa complexité, et j'ai beaucoup aimé ce rapport, un oxymore quasiment entre l'entreprise familiale et le groupe international, qui en National. plus a racheté son concurrent américain, et qui, on a souvent l'habitude de penser que c'est l'américain qui va racheter le petit français. Donc, en plus, la parabole est magnifique. Et donc, par rapport à ces enjeux que tu viens de nous présenter, qui sont donc les tiens, on aura noté au passage que manifestement, tes journées font 115%, donc, parce que tu as une chance incroyable. C'est pas ce que dit ma femme, hein. Alors ça, je te laisse gérer ce problème-là, dont on ne va pas s'occuper, tu ne l'as pas mis dans les Heu, enjeux. oui. Mais on pourrait aussi, par rapport à cet enjeu-là, savoir quel est le rôle de la facilitation pour pouvoir répondre à ces enjeux. Ouais. Alors donc comme je vous l'ai dit, en termes de dispositifs, donc nous, en face de nous, on n'a pas des gens qui vont nous demander du coaching ou de la facilitation ou de la formation. Donc souvent, on se retrouve à cadrer donc autour d'un besoin, et la plupart du temps, alors j'ai pas le volume, mais sur tout ce qui est intervention courte, on va plus être sur des patterns donc de facilitation. On va cadrer donc autour donc d'un besoin. Quand on est sur des séminaires donc d'une journée, quand on est sur c'est des choses qui ne sont pas transformatives, on va aller assez facilement donc sur de la facilitation. Le bénéfice donc moi, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, je prenais beaucoup de choses sur étagère. Je vous ai parlé donc des rétrospectives. Donc il y a des centaines de formats donc dans l'agilité de rétrospectives différentes. Et donc là, le travail consistait donc alors bien sûr à faire un travail de préparation donc avec les gens, de sélectionner donc le bon format, mais ensuite plutôt de dérouler quelque chose sur étagère. Aujourd'hui, là, on en est dans notre pratique, on s'autorise donc à designer donc des ateliers, on va dire sur mesure. Alors bien sûr, on va combiner, on va pas réinventer la roue donc à chaque fois, mais pour ceux qui sont utilisateurs des liberating structures, on va s'autoriser par exemple à combiner plusieurs liberating structures. Ce que je peux vous dire donc aujourd'hui, c'est quand on a une idée assez claire donc, du résultat. Donc, si c'est pour faire de la créativité, faire émerger des solutions ou autre, on va plutôt aller s'orienter donc sur des patterns de facilitation et de la facilitation. Et quand je vous dis bon, facilitation, ça peut être également de la facilitation graphique. On a une grosse demande donc depuis quelques années pour faire de la facilitation graphique. Pendant des années, j'ai beaucoup utilisé donc les serious games et également tout ce qui est utilisation de formats à base de post-it. Et je pense que quasiment depuis le début, en tout cas depuis 16-17 ans, systématiquement, on est dans une recherche de feedback systématique. À l'issue donc d'une session, on demande qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et on a une petite musique qui s'est installée ça a commencé il y a une petite dizaine d'années. Alors Jérôme, tu es bien gentil, mais c'est toujours serious game ou c'est toujours post-it. Et est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose? Et c'est ça qui m'a amené donc à aller explorer donc le champ de la facilitation graphique. Alors que je dessine comme mes pieds, hein. Ma fille aînée à 4 ans a dessiné mieux que moi. Donc c'est des choses, je pense que c'est des techniques qui peuvent s'acquérir. Il y a des gens qui dessinent très bien, il y en a dans la salle, hein, je pense à Eric. Mais voilà, moi j'ai aucun talent de dessinateur, mais par contre le processus de facilitation me paraît extrêmement puissant.
Donc aujourd'hui, ouais, je vais utiliser, je résume, hein, parce que je suis très bavard, vous l'avez deviné, surtout quand c'est un truc qui me passionne. C'est, quand j'ai, et sans surprise, donc un client qui arrive avec une idée assez claire donc de ce qu'il veut avoir, pas forcément le résultat, hein, parce que la demande, ça peut être de faire émerger donc un brainstorming. On va pas réinventer, la roue ou être ce qu'on appelle, overkill avec, un coaching. On va aller vers de la facilitation. Je crois que la vertu de la facilitation, c'est que pour moi, on est sur des dispositifs qui restent, assez simples. Après, souvent, par contre, c'est là où le coaching va nous aider beaucoup, c'est, sur le travail d'exploration qu'on va faire avant. Mais d'exploration de l'équipe ou de l'exploration individuelle? Alors l'exploration donc de la demande. C'est-à-dire, moi, j'ai quelqu'un en face de moi qui arrive avec un problème souvent, qui me dit, voilà, «Jérôme, je voudrais bien un coach». Alors nous, on est des coachs. Ils ne voient pas en nous des facilitateurs, des formateurs ou des coachs professionnels ou des coachs agiles, ils voient des coachs internes. Donc ils viennent nous voir avec un problème. Mais parfois, ce qui peut se passer, c'est que derrière le problème qui est exprimé, on va nous mettre en face de nous, ouais, bon, il y a un lien donc avec la systémie, c'est la solution qui marche pas. Les gens souvent ils nous apportent la solution donc qui marche pas. Et donc là, l'idée, c'est de faire un petit travail d'exploration donc avec les personnes et de voir derrière cette demande qui est exprimée et qui correspond à des choses qui ont été tentées et qui n'ont pas fonctionné, c'est quel est le problème que la personne cherche à solutionner et du coup, en creux, quel est le besoin qu'elle a. Et en creusant ça, parfois, on va rester effectivement donc dans le champ de la facilitation. Ça va nous permettre de basculer ou on va être sur de la formation, on va être sur du coaching d'équipe et parfois on est sur des dispositifs plus riches. Là, par exemple, je vous ai parlé du chantier de transformation culturelle qu'on est en train de faire. On fait à la fois donc, du coaching d'organisation, on va faire des séquences donc, de facilitation et on va également faire des séquences de formation. Alors, par rapport à ça, j'ai deux questions. Quelque chose que qui, dans ma tête, a besoin d'éclaircissement. Tu Oui. parles d'une phase de cadrage et tu parles aussi d'une approche de coaching pour cerner le besoin. Et Mhm. donc, du coup, moi, j'ai eu l'impression d'entendre que le cadrage, quelque part, était coaché. Mais c'est peut-être moi qui fais un raccourci. Et le deuxième, c'est est-ce que tu peux nous donner, toi, ta Mhm. définition, enfin une définition assez large, hein, Oui. entre coaching d'organisation, facilitation et agilité. Grosso Ok. modo, quels sont les trois grands champs que tu mets dessous? Parce que nous, on a tendance parfois à les amalgamer. OK. Alors plusieurs questions dans ta question. Donc si je les prends donc chronologiquement et hésite pas à me corriger, hein, si j'ai oublié donc une question. Donc la première des choses, peut-être, expliciter ce que j'entends donc par cadrage et qu'est-ce que j'utilise donc en termes de coaching. Et il y aura un lien avec la définition qu'on peut mettre sur la partie coaching. Ce que j'appelle une phase de cadrage, c'est une phase d'exploration. On a avec le donneur d'ordre, donc il y a, un certain nombre de questions qu'on va avoir. Donc, moi, c'est poser la question, je bon, l'ai pas dit, j'ai une toute petite équipe, hein, moi. Donc on est 4 avec moi, hein. Donc on est tous praticiens, mais au-delà de ça, je suis confronté donc régulièrement, alors pas régulièrement, pas si régulièrement que ça, mais, de temps en temps, on va faire rentrer quelqu'un donc dans l'équipe. Et il y a une des spécificités, quand je fais rentrer quelqu'un en interne dans mon équipe, quand c'est de la promotion donc interne, souvent les gens n'ont pas été formés au coaching professionnel. C'est-à-dire, je les intègre dans mon équipe et je les fais passer par des formations. Et en attendant, donc en termes de cadrage, on a éprouvé le besoin, en tout cas les derniers arrivant donc dans l'équipe, d'avoir d'expliciter qu'est-ce qu'on entendait par cadrage. Donc on a une petite grille donc qui nous permet donc d'explorer donc une demande. Pour ceux qui sont facilitateurs, on utilise en partie le format 7P. 7P, c'est un format avec 7 catégories à aller explorer. Bon, mais quel est le problème? Quels sont les participants? Il y a la dimension donc, logistique, etc., etc. Quand je parle de coaching, l'idée, c'est d'avoir une exploration donc, du contexte donc, qui nous est amené. Donc, voilà, quelle est la demande? Quel est le problème qui se cache derrière? Qui sont les acteurs concernés donc, par le problème? C'est ça qui va nous permettre, si on est sur la facilitation, de designer l'atelier, qui on doit faire venir, parce que souvent les gens ils vont arriver avec leur solution. Ils vont dire, bon, il faut qu'on fasse un atelier. Ils ont même déjà parfois une idée du déroulé. Oui, tout à fait. Donc là, l'idée, c'est d'avoir cette prise de recul et souvent, ça peut nous arriver aussi de dire: «Bon, mais finalement, le cadrage donc du projet, je suis en train de le faire avec toi, mais pour que ça soit pertinent, il me manque un acteur».
Par exemple, là, si on est sur une séquence de travail où il faut faire travailler 2 équipes ensemble, j'ai pas de représentant de l'autre équipe. Donc là, alors c'est là où je trouve intéressant, effectivement d'avoir un et je veux pas que ça soit exclusif. J'ai parlé de coaching, mais je pense que certains facilitateurs sont en capacité de le faire et le font déjà. C'est-à-dire une exploration donc de cette demande, une compréhension donc des enjeux pour pouvoir sélectionner ou designer donc un format qui réponde à la demande qu'on ait sur la facilitation. Comme toi, tu as cet arc coaching, du coup, Mmh. tu vas être tenté de l'utiliser, mais on peut tout à fait le faire avec les outils de la facilitation ou nos outils internes d'ailleurs. Ouais, tout à fait et c'est pour ça que je te parlais de la grille, donc 7P qui est assez donc développée. Pour ceux qui sont formés chez WorkLab, ou d'autres boîtes comme ça, systématiquement, ça fait partie des outils qui sont distribués. Alors c'est pas bien, j'ai donné un nom, maintenant il faudrait que je donne 3 noms de Pas formations de grave, on est facilitation. prêt, Formez-vous à vas-y. la top et formez-vous à la facilitation graphique. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, donc c'est en ça effectivement le fait d'être coach, oui, c'est une corde de plus à notre arc, à la fois en termes d'exploration, mais également en termes de richesse de dispositifs derrière. Parce que le problème, c'est qu'on est formé donc à un outil, on a tendance à répondre à chaque fois avec le même outil. C'est la métaphore qui est prise, voilà, mais quand on a appris à servir d'un marteau, on va planter des clous. Ça marche très bien tant qu'on a des clous, mais quand on a des vis, vous allez bousiller le bois, quoi. Donc là, le fait d'avoir, plusieurs cordes à son arc, ça permet donc d'avoir une richesse donc de dispositifs et pareil, hein, d'un point de vue, en étant coach, bon, il y a un gros travail qui est fait autour de tout ce qui est éthique et déontologie et ça permet aussi parfois de dire non. Parfois de dire non, bah, oui, là, on arrive en limite ou là, parce qu'on est en posture en tant que coach interne, on est, acteur du système. Parfois, on n'est pas les mieux placés pour amener un changement et c'est faire une préconisation, bah, là, on va plutôt s'orienter vers quelqu'un à l'extérieur du système, un facilitateur extérieur ou un coach externe. Alors, alors, j'ai plein de questions, mais Ouais, d'abord, il faut répondre au coaching d'organisation voilà. et puis je te coupe la parole. Voilà. Ouais, donc bon, sur l'agilité, donc on va dire, on est sur un cadre au travail, des méthodes de travail. On a un manifeste et derrière ce manifeste, il est assez simple et ce qu'il met en avant, c'est qu'il préconise donc face à la complexité donc d'un projet informatique, mais on pourrait l'étendre à tout type d'activité humaine, plutôt de promouvoir et d'axer, de mettre en avant plutôt les individus et leur interaction plutôt que les méthodes et les processus. D'avoir plutôt une collaboration avec nos clients plutôt qu'avoir une négociation donc autour d'un contrat. Donc, d'accepter donc le changement plutôt que de bâtir donc des plans figés. Et la dernière, dimension, c'est plutôt d'être focalisé sur le résultat plutôt que de bâtir une documentation, pléthorique. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de méthodes qu'on peut utiliser donc autour de ça. Ça, c'est pour ce qui est de l'agilité. Bon, la facilitation, donc pour moi, j'en ai déjà parlé. Donc c'est tout un ensemble donc c'est une activité donc qui peut démarrer donc face à un problème exposé donc à un client, à une activité de design, donc pour bâtir donc un format de facilitation et un accompagnement donc avec un process qui a été défini donc en termes de design pour amener le client à atteindre son résultat. Son résultat donc pouvant être donc un objectif de créativité ou un processus de création donc d'équipe, et la différence que je ferai avec le coaching d'équipe ou le coaching d'organisation, la différence fondamentale, c'est que pour moi, il y a bon, ça touche au champ de la systémie, c'est qu'on va avoir une modification profonde, donc du mode de fonctionnement d'une équipe ou d'une organisation avec un objectif de performance. Souvent en termes de coaching d'équipe, et on pourrait l'étendre en termes de coaching d'organisation, on va prendre la formule du 1+1 = 3. C'est Alain Cardon, donc, qui est un coach d'équipe et un coaching d'organisation. Il a une définition du coaching d'équipe qui vise à dire que un coaching d'équipe, c'est l'idée est donc d'avoir au final donc un groupe, un collectif, que ce soit une équipe, une organisation, qui a un résultat supérieur en termes de performance à la somme de ses individualités. Et ça, c'est la définition de la facilitation.
C'est ça qui est amusant. C'est très, très surprenant d'entendre dire que c'est Alain Cardon qui dit ça, alors que Ouais. c'est la définition de base de la facilitation, c'est le tout est supérieur à la somme de ses Ouais. parties, et le 1 + 1 = 3, c'est la facilitation, quoi. Donc, il y a pas de souci, mais pour l'instant, c'est exactement la même chose. Ah bah, alors ça va dépendre effectivement où est-ce que vous prenez votre définition et dans quel référentiel. Moi, je suis resté donc aux définitions de la facilitation telle qu'elle était donnée donc il y a une vingtaine d'années. Et à l'époque, effectivement, on était plus sur une dimension processus, c'est-à-dire dérouler des processus et des outils au service du collectif qui permettent d'atteindre un objectif. Mais il n'y avait pas forcément une dimension, quand je parle de performance, c'est de performance durable. C'est-à-dire donc sur un coaching d'équipe, on va intervenir en réparation. Donc on va intervenir dans le cadre de conflits, on va intervenir dans le cadre de construction d'une nouvelle organisation. Sur le coaching d'organisation, on va toucher donc à la fois donc à la culture, mais on va toucher également à la structure. Donc ça va jusque-là. Alors, Après, ouais, je ne veux pas préjuger, donc c'est vous les spécialistes de on va l'IAF, hein, pas, donc, on va pas l'idée n'est pas d'aller se battre à coups mmh, de définition, parce que ce qui est important, c'est la manière dont mmh, on les utilise, en fait, ouais. dont on utilise Voilà, tout. en tout cas, voilà, ma représentation aujourd'hui, elle est là. Quand Et voilà, je vous parle de la facilitation, qu'est-ce que la facilitation pour moi et la différence que je fais avec la dimension donc, coaching. C'était très intéressant de voir, parce qu'en fait, les outils se superposent maintenant, il n'y a plus du tout de frontières, tout devient poreux. Et ce qui est important, c'est la manière dont on s'empare Ouais, de chaque outil au sein de chaque pratique. ouais, Et par contre, une différence que moi j'entends, et là je n'engage que ma parole et pas forcément celle de l'IF, c'est qu'effectivement la facilitation va accompagner les transformations, en particulier culturelles. En tout cas, ça fait ouais, partie des objectifs que l'on peut se fixer. Par contre, en termes de réparation, tel que peut l'entendre Alain Cardon, effectivement, on va plus être dans du coaching d'équipe ou ouais, d'organisation. On va pas travailler là-dessus. La facilitation, il y a une forme de remise en énergie, et au travers de cette ouais. remise en énergie, dans l'accompagnement du collectif, évidemment, on va accompagner un changement, une transformation. Après, il y a une dimension temporelle aussi. Donc, je ne sais pas si dans votre représentation, dans votre définition donc, de la facilitation, en tout cas, moi, j'en suis resté à quelque chose qui est relativement court en termes de processus. Alors, relativement court, ça peut être une semaine, hein, c'est une semaine pleine sur cette partie. Mais une des spécificités du coaching d'équipe, du coaching d'organisation, on est sur un temps qui est un temps long, qui est encore plus sur du coaching individuel. Sur du coaching individuel, ce qu'on a vu émerger, c'est des pratiques de type flash coaching, même si traditionnellement, il n'est pas rare donc, d'avoir des accompagnements individuels qui sont sur 3 à 6 mois, voire même plus. Après, ça pose la question de la dépendance. Mais sur des coachings d'équipe et des coachings d'organisation, souvent, on est sur des processus qui vont de 6 mois. C'est pas rare sur un coaching d'équipe qu'on soit de 3 à 6 mois, et sur du coaching d'organisation, c'est encore plus long. C'est encore plus Mais long. alors, l'IAF a posé, pour l'instant, IAF France a posé 4 définitions de la Ouais, facilitation. La facilitation se décline sur 4 niveaux. Donc, la facilitation d'atelier, celle dont tu parles, ouais, même si c'est une semaine, la facilitation de démarche, la ouais, facilitation de transformation. Donc, la facilitation de démarche, c'est ouais. moi, la facilitation de transformation, là, on commence, et la facilitation de territoire, là, on est plus sur de l'écosystème, tu vois. Ah ben c'est super intéressant. Donc, tu vois, donc là, je vais me mettre à jour donc, de mes définitions. La dernière étant la facilitation. Donc, tu parlais de territoire, Oui. c'est-à-dire de transformation. Ouais, donc ça, effectivement, c'est des choses qui me parlent dans ma pratique. J'en ai pas parlé ou rapidement. Donc, moi, je suis fortement teinté, marqué. J'ai parlé d'approche systémique, mais également par des notions donc, de permaculture humaine. Donc, voilà. Donc, c'est des choses qui résonnent. Exactement. Alors, c'est vrai que tu m'avais parlé de permaculture humaine, et je savais qu'on n'avait pas trop le temps, Non, mais non, non, voilà. on peut par contre, si tu veux, parce que pour ma part, en tout cas, tu as répondu à pas mal de mes questions. On va vous laisser la place, on va vous laisser la place juste après pour que vous posiez toutes vos questions, qu'à mon avis, j'imagine nombreuses. Est-ce que tu peux nous faire quand même un petit aparté, enfin un petit aparté, au moins une présentation de ton rapport à la systémique, qui pour Mhm. moi reste enfin, qui pour moi reste au centre en fait de toutes nos pratiques. Ouais. Moi, je fais partie des gens qui disent que tout est systémique, Mhm. et tout est système. Ouais. Je me fais- Alors, ça n'a pas été enregistré, mais tu avais commencé avec une première question, c'est avec quelles lunettes je vois le monde? Et donc j'ai répondu, je vois le monde avec des lunettes systémiques. Il faut le voir comme une grille de lecture. Donc déjà, je pense que le biais humain, donc c'est de considérer ou de résumer, par exemple, je pense qu'on est en France. On a été fortement marqué par la pensée cartésienne. Le fait de rationaliser, le fait de vouloir tout décomposer, tout comprendre.
Et une des spécificités des collectifs humains auxquels on est confronté, c'est on ne peut pas résumer la compréhension donc, des interactions entre des personnes uniquement par une équation. On comprendrait chaque personne et parce qu'on comprend chaque personne, on va comprendre comment le système va évoluer, comment les gens vont interagir. Donc voir le monde avec des lunettes systémiques, c'est déjà considérer qu'en face de nous, qu'on ait un individu, qu'on ait un collectif, une équipe, qu'on ait une organisation, qu'on a une entité, un système à part entière. Et c'est-à-dire dans la façon de l'aborder, dans la façon donc de l'accompagner, mais ça va changer radicalement donc, l'approche. Déjà, on va être attentif à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en termes d'interaction. Souvent, il y a une pratique qui vise à dire pour comprendre un système, il faut essayer de le changer. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quand on a un système en face de nous, en générant donc une interaction, on va voir le système réagir. Et après, il faut être humble hein, dans notre métier. On ne peut jamais prédire à l'avance comment le collectif va réagir. Mais le fait de tenter quelque chose, de provoquer un changement, on va voir apparaître une réaction. Et en provoquant plusieurs réactions, on va peut-être réussir à dégager donc, des schémas, donc des boucles d'interaction qui ont tendance à se reproduire. Également, une fois qu'on a clarifié dans quelle direction on veut aller, on va pouvoir voir dans quel, dans quel cas l'interaction va être jugée donc, positive ou négative. Est-ce qu'elle a tendance à nous rapprocher du comportement attendu ou la transformation du changement attendu, ou est-ce qu'elle a tendance à nous éloigner? Quand elle a tendance à nous éloigner, donc on va parler de boucle d'amplification, bah, là, d'un point de vue systémique, déjà, on va essayer de mettre fin donc, à cette boucle d'amplification. Souvent, c'est ce qui se passe hein, chez nos clients quand ça marche pas, quand ça génère des frustrations. Les gens ont tendance à insister. Et pareil, on a un biais donc en France. Moi, je suis confronté à plein de personnes qui me disent non, mais en face de moi, la personne, elle comprend pas. Elle comprend pas. C'est pour ça qu'elle continue à agir de cette façon. Donc la personne va insister, va dire plus fort, plus fort. Et qu'est-ce qui se passe? Ça braque juste en plus la personne en face. Et donc ça continue à se dégrader. Donc là, tout l'enjeu, c'est de voir un système et d'intervenir au niveau d'un système en prenant en compte cette partie interactionnelle. Donc et après, il y a plein d'outils autour de ça. Je vous ai parlé donc de grilles de lecture de lunettes. On a ce qu'on appelle des cartes systémiques. Donc, c'est-à-dire, on va commencer à cartographier quels sont les collectifs qu'on a, quelles sont leurs interactions, quelles sont les boucles qui se mettent en place. Et là, on peut commencer à avoir donc, des schémas d'intervention, comprendre quels sont les acteurs qui jouent une part dedans. Un truc qui est fondamental, c'est qui est client pour le changement. Moi, souvent, on vient me voir et on m'explique, ben, c'est l'autre qui n'est pas dans la salle qui doit changer. Donc, c'est le manager qui veut faire un atelier, alors que ce soit de la facilitation du coaching d'équipe. Moi, j'appelle ça du coaching de normalisation. C'est pour ce qui se conforme à la vision donc, du manager ou autre. OK, donc, mais très bien. Moi, je n'ai pas l'équipe là. Qui est client pour un changement? Donc, ça se fait assez facilement en passant par le dessin. Donc, OK, bon, j'ai deux parties prenantes. Donc, vous m'expliquez, il y a vous et il y a votre équipe. Donc là, ce que vous m'expliquez, c'est que vous voulez que votre équipe change de comportement. Est-ce qu'eux sont prêts à changer? Donc là, la personne réfléchit et dit non. Et la question d'après, c'est est-ce que vous êtes prêt à changer quelque chose dans votre mode de fonctionnement, dans votre façon d'interagir pour obtenir un changement en face? Et après, donc, à partir du moment où j'ai un client, je peux commencer à travailler. Si j'ai pas de client, il faut trouver un axe de clientélisation. Et là, l'approche systémique aussi peut aider à faire émerger donc, des clients. Et s'il n'y a pas de client, pas de client, pas de coaching, hein. Donc parfois, si personne ou pas de facilitation, si personne n'est prêt à changer ou à jouer le jeu, eh bien, moi je gagne du temps et les gens de mon équipe aussi, on s'arrête là. Pas de beurre, pas de chocolat. Ouais, voilà. Super, j'ai adoré cette présentation de la systémique qui a C'est très, très, voilà, c'était très résumé, hein. Donc c'est bien un sûr. champ on pourrait faire de l'histoire, on pourrait parler de Palo Alto, on pourrait parler, il y a quelqu'un dans votre communauté avec qui j'ai échangé sur les réseaux sociaux, où il y a toute une nouvelle approche donc de la systémie, nouvelle génération évolutive qui est également passionnante. Mais là, il nous faudrait des heures. Il faudrait, mais on te réinvitera et tu ne parleras que de systémique. Mais il y a plein de gens qui peuvent bien vous en parler. Ça permet aussi d'avoir des nouvelles têtes, hein. Ah, Faut mais donner tout des à noms. fait. Mais ce qui est intéressant, je fais juste un petit aparté, c'est comment utiliser la systémique Mmh.
tu as une position interne et Ouais. tu as un regard interne qui est forcément différent d'un facilitateur ou d'un systémicien Ouais. qui va l'utiliser de manière externe. Donc, c'est ça qui s'articule. Mais il y a Olivier Millet qui fait une masterclass début avril, si ma... Alors, Olivier Millet est vraiment super et il y a un outil, une ressource donc, qu'il a théorisé. On se côtoie avec Olivier, avec Maxence Walbrou. C'est un petit jeu qui s'appelle Resolvia, qui est un Résolver. excellent jeu ouais, d'introduction à la systémie. Alors, je m'en sers pour explorer. Alors, je m'en sers plus pour explorer. Maintenant, je dessine directement, mais c'est assez simple en termes de prise en main. Oui, tout à fait. Alors, j'hésite un petit peu à demander à Olivier Millet à le faire tester sur la masterclass là, qui aura lieu le 4 avril, si mes souvenirs sont bons, mais je vous le redirai de manière plus précise. D'un autre côté, je me demande si c'est vraiment utile d'aller faire un diagnostic relationnel sur un groupe qui ne se connaît pas. Donc, je vais voir avec lui ce qu'on fait. Et Ouais. effectivement, j'avais contacté Maxence aussi, qui m'avait dit qu'il me l'enverrait. Donc, en tout cas, ils ont une approche qui est hyper Ouais. intéressante et qui est très Et, profonde. et le jeu est digitalisé parce qu'on avait digitalisé pour Olivier. J'avais invité Olivier dans mon entreprise donc, il y a 4-5 ans. Et pour les besoins, donc, parce qu'on était donc, à distance, enfin, c'était pendant la période Covid, j'avais digitalisé le jeu. Et donc depuis, il l'utilise aussi en version digitalisée. Ah, Voilà. cool, cool. Donc on l'avait porté sur Whiteboard et je crois il a dû le porter, je ne sais pas si sur Miro, Mural ou Klaxoon, il faudrait lui demander. Je ne sais plus si on en a parlé ou pas. Ouais. Quand j'utilise des mots que vous ne connaissez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, hein, parce que je sais Alors, qu'il je n'y a rien de vérifie pire. le chat, il n'y a pas de chat, Ouais, mais là, je pense que on parlera peut-être je vois l'heure qui tourne, on parlera de ouais. permaculture une autre fois. Non, non, pas de souci. C'est... On va peut-être, si, il me restait une dernière toute petite question à te poser, qui était quelles ressources inspirantes, hormis Resolvia. Donc, du coup, tu as envie de partager avec nous ce soir et on va passer aux questions. Préparez vos micros. Alors, là, je suis embêté parce qu'il y en a plein. Il y en a Ah oui. vraiment plein. Et spécificité, j'imagine comme vous. Alors, depuis une vingtaine d'années, j'en ai croisé plein. J'aurais envie de vous dire, pour ceux qui sont intéressés par le champ de la transformation, la théorie U. Donc, la Ouais. théorie U, donc Otto Scharmer, je pense qu'en termes de processus de transformation, on est sur quelque chose que je trouve extrêmement puissant. Par contre, c'est sur un temps long. Je dis pas que c'est accessible et en tout cas, c'est pas quelque chose que, on peut apprendre dans les bouquins. Mais à vivre, je trouve ça génial et même maintenant dès que j'ai un séminaire de 2 jours, j'utilise j'essaie donc d'utiliser ce processus-là. Je le trouve extrêmement puissant et on peut l'utiliser sous une version un peu plus simple. Je sais pas si vous vous intéressez à la transformation, donc il y a un petit modèle qui a été théorisé par Kurt Lewin qui est le modèle U et qui vise à dire donc comment pour passer d'un état A à un état B, c'est rarement le fait de passer tout droit. Il y a nécessité de décristalliser certains comportements au niveau d'un groupe pour pouvoir faire recristalliser de nouvelles habitudes. Mm. Donc ouais, je dirais ça. Bon, allez voir peut-être plutôt du côté de Kurt Lewin, c'est un peu plus simple, ce petit modèle-là, qui est utilisé comme fondement à beaucoup de stratégies de transformation donc depuis 30 ou 40 ans. Merci infiniment. Et nous sommes prêts. Merci infiniment en tout cas pour Mm. cette intervention magnifique qui vraiment qui était passionnante et qui mériterait d'être encore creusée sous plein d'angles. On vous écoute pour les questions. Alors c'est mieux quand vous mettez votre micro Mm. plutôt que dans le chat, mais on prend aussi les questions dans le chat. Et on n'a jamais mangé personne, hein, donc ne vous inquiétez pas. Enfin, en tout cas, pas quand on est en distanciel. Ouais.